après parce que… Oui, oui, on enlèvera tous la vidéo, là, c'est juste pour que ce soit plus sympathique au départ. Et on demandera à tout le monde d'enlever la vidéo, sinon ça va être difficile pour la bande passante. Nathalie est là. Donc pour tous les participants déjà connectés, je vous propose d'attendre quelques minutes pour que le maximum de participants puissent bénéficier du début de la session. Mais on ne va pas attendre trop longtemps non plus. Je pense qu'on va démarrer. Oui, à l'heure. On démarrera pile à l'heure. Hein. Oui, oui. Et voilà, je pense qu'on peut démarrer. Jean-Marc, je pense que tu peux laisser à l'écran effectivement la présentation. Bien, donc bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé par FSO Consulting concernant pourquoi et comment segmenter et synchroniser les chaînes de valeur dans l'entreprise. Un mot très rapide de présentation. Je suis François Noël. J'encadre la pratique Value Chain et la pratique transformation du bureau de Paris d'FSO. Et nous avons avec nous notre collègue Jean-Marc Ponchet, qui est un expert groupe FSO sur ce sujet et qui va animer la session. Je le laisserai se présenter en début de présentation. Avant de lui laisser la parole, quelques consignes. Je vous demanderai, pour des raisons de bande passante et de facilitation, de bien garder vos caméras coupées et également, lors de la session de présentation, vos micros coupés. Pour information, la session sera enregistrée et donc merci à vous de ne pas partager de données confidentielles concernant vos entreprises respectives. Et puis enfin, notre agenda va consister en une 50aine de minutes de présentation par Jean-Marc et moi-même en conclusion, et puis une demi-heure pour prendre le temps de répondre aux questions que peut générer le sujet. Et pour y répondre, donc pour les questions, nous vous proposons de les enregistrer dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous allons les suivre au cours de la session pour pouvoir y répondre pendant donc une demi-heure en deuxième partie de l'agenda. Voilà, j'espère que vous pourrez profiter de cette session et y gagner une nouvelle vision quant aux chaînes de valeur et à leur potentiel business. Jean-Marc, je te laisse la parole. Écoute, merci François. Donc, merci pour avoir programmé ce webinaire aujourd'hui. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour remercier toute l'équipe qui a travaillé dessus, donc notamment Samson, Yuri, Vogel, Maxime, Nathalie et Gaëtan. Donc, merci à vous. Donc, je suis Jean-Marc Ponchet, oui, spécialiste en value chain au sein du groupe FSO, où j'ai mené, on a mené avec plusieurs équipes une vingtaine de projets du type que l'on va partager ensemble aujourd'hui. Donc, pour commencer déjà, on va essayer de se poser sur la nécessité de pourquoi il faut aller sur les value chains et comment le faire. Mais avant d'aller directement sur ce sujet, on va passer à peu près 20-30 minutes pour s'aligner sur la direction, vers où va le business en ce moment et comment réagissent les entreprises d'aujourd'hui et comment il y a peut-être d'autres possibilités de réaction. Donc, première chose, sur ce slide, on voit le temps qu'il a fallu à différentes technologies, produits ou services pour être adoptées
par 50 millions d'utilisateurs. Et on voit, c'est fait pour que la partie notamment WeChat, donc le WhatsApp asiatique et le jeu Pokémon, on voit qu'il y a une nette accélération puisque WeChat, il a fallu seulement 1 an pour acquérir 50 millions d'utilisateurs. Pokémon seulement 19 jours. Donc, on voit que l'accélération et l'adoption de nouveaux produits et de services est extrêmement rapide. Donc, on sent déjà ici une notion de vitesse qui s'applique sur l'entreprise aujourd'hui. Deuxième chose qui est assez intéressante, c'est qu'aujourd'hui, le rythme du changement est plus rapide au rythme de ce que l'on peut apprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, espérer avoir toutes les compétences présentes dans l'entreprise pour faire face aux défis de demain, c'est tout simplement illusoire, ce n'est pas possible. La seule chose qu'une entreprise peut faire, c'est chaque matin, lorsque les gens viennent au travail, dire quelle est la prochaine chose qu'il faut que j'apprenne qui va être le plus utile pour développer ma société. Donc, ce n'est pas du tout la même approche que d'habitude où on essaie d'acquérir des savoirs, on les développe. Ici, il faut sans arrêt acquérir des savoirs nouveaux beaucoup plus vite. L'impact de ça, il est assez bien résumé par une citation de Marc Bernoff, que j'aime beaucoup, Bernoff, le patron donc, de Salesforce, qui dit « Companies are no longer competing against each other, they are competing against speed ». Aujourd'hui, le seul vrai combat, ce n'est pas votre société, c'est un combat pour la vitesse. Aujourd'hui, l'enjeu, il est réellement de s'adapter le plus rapidement possible. Il n'est pas tellement d'avoir le meilleur plan, parce que les plans, en général, sont faits top-down. Donc, c'est aussi ce qu'a observé l'armée américaine, c'est que lorsqu'ils ont eu affaire à de nouveaux conflits, ils se sont rendus compte que l'organisation top-down était beaucoup trop lente pour répondre aux agressions sur le terrain, qui étaient beaucoup plus éparses, beaucoup moins connues que d'habitude et beaucoup moins prédictibles. C'est exactement ce qui se passe pour les sociétés aujourd'hui. Les agressions, les compétiteurs apparaissent de nulle part, c'est beaucoup moins prédictible et le fait d'être tout le temps obsédé par faire un plan, ce qui est assez français, ça n'est pas que français, mais comme on pourrait dire en caricaturant, en France, on fait 80% de planning pour 20% d'action, alors qu'en Asie, ils font plutôt le contraire. Le plan, finalement, peut des fois apparaître comme un handicap parce qu'il ne laisse pas le temps de la réaction. L'enjeu aujourd'hui, c'est s'adapter de plus en plus rapidement. Je vais vous donner 2 exemples. Il faut savoir que Netflix, si vous voulez, depuis 2011, injecte des virus dans ses serveurs. Donc, je répète, Netflix injecte de la disruption dans ses serveurs. Il injecte le chaos, ça s'appelle Monkey Chaos, juste pour voir comment ces serveurs vont réagir, pour les entraîner à réagir. Parce qu'aujourd'hui, il faut entraîner sa force mentale, il faut entraîner sa capacité de réaction par rapport à ce qui se passe. Amazon fait pareil. Amazon, de façon aléatoire, va décider de fermeture de certains quais dans ses entrepôts pour voir comment les équipes vont réagir et comment on va maintenir le service. Donc, c'est un entraînement permanent. Ils ne font pas ça une fois tous les 2 ans. Ils font ça extrêmement fréquemment pour détecter ce qui pourrait améliorer, le tester et éventuellement le corriger. Donc, c'est vraiment un point qui est clé. On se bat contre la vitesse. Alors, les sociétés, depuis des années, pas seulement se disent, elles le voient, ces signaux, elles sont bien conscientes de ce qui se passe, elles se disent il y a besoin de s'adapter, il y a besoin d'être plus rapide, il y a besoin d'être agile. Alors agile, on pourra en parler des heures, mais dans l'expérience que l'on en a, on voit surtout des sociétés industrielles qui mettent de l'agilité. En fait, c'est une façon élégante de dire on va faire des produits, on va lancer des choses, pas avec les processus habituels, on va bypasser nos processus habituels et on appelle ça un peu l'agilité. Ça pourrait se discuter éventuellement un peu plus profondément. Donc, elle lance des plans de transformation pour s'adapter. Elle se dit, je vais lancer un plan de transformation qui va me permettre de s'adapter. Alors, il y a un chiffre qui est intéressant à partager, c'est qu'à peu près 75% des plans de transformation qui échouent. Alors, ça pose une certaine question parce que ces plans de transformation, on va le regarder juste après, ils coûtent à peu près dans le monde des centaines de milliards. Donc, il y a une première question à se poser lorsque vous faites un plan de transformation par rapport à ce qui était présenté avant, dans un monde qui va très vite. Où est-ce que je commence à investir? Et est-ce que je vais investir sur la bonne solution? Ou est-ce que je vais investir sur plein de petites solutions? L'idée que l'on propose, c'est d'investir sur plein de petites solutions parce que la bonne solution, on ne la connaît pas. Des gens qui sont quand même assez doués, comme Netflix, Amazon, ne la connaissent pas non plus. Ils passent leur investissement à essayer. Donc, il y a une approche que j'aime bien partager qui est de dire do less, more often. Donc, faites moins, plus souvent. Faites plein de petits essais. Au lieu d'investir 1 million sur quelque chose qui vous semble une bonne idée en vous disant ça va régler tous mes soucis, ça va régler mes problèmes de processus, investissez peut-être un petit peu moins, validez vos hypothèses, essayez d'aller plus loin. Si ça ne marche pas, il vous restera encore du gaz pour investir ailleurs. Donc, les échecs sont lesquels notamment? Alors, juste avant d'y aller, les 75% d'échecs, ça veut dire que le plan ne s'est pas réalisé comme prévu, c'est-à-dire qu'on fait un plan qui ne fonctionne pas comme prévu. Et si on avait eu cette information dès le départ, vraisemblablement, on aurait fait quelque chose d'autre. Donc, le taux d'échec en transformation digitale, il est à peu près de 80%. Le taux de fusion-acquisition, le taux d'échec est estimé au-dessus de 70%, c'est-à-dire qu'on a très rarement l'effet 1 + 1 = 2. Le taux de lancement de nouveaux produits qui trouvent leur public et qui permettent d'avoir vraiment une croissance, c'est aussi aux alentours de 75%. Et l'ensemble des programmes que les sociétés lancent pour faire du change management ou faire du leadership,
ne parviennent pas à faire bouger le fait qu'à peu près en Europe et en France notamment, on n'arrive pas à engager les salariés et on est toujours à peu près à 60-70% de salariés qui sont désengagés dans les sociétés malgré tous ces plans-là. Alors, il y a une question quand même qui est intéressante par rapport à ça. On pourrait se demander pourquoi il y a un taux d'échec aussi important. Il y a une proposition qu'on aime partager, qui n'est sans doute pas la seule raison. Mais il faut comprendre qu'en fait, dans les dernières années, le virage qui a été pris, c'est le virage du service. Alors les gens se disent, oui, on a bien compris, software as a service, tout est devenu service. Aujourd'hui, il y a la logistique as a service, il y a l'entreposage as a service, il y a la télé as a service, il y a tout as a service. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir à la définition de service. En fait, service, c'est rendre service. Et profondément, ça veut dire faire quelque chose avec le but de rendre les choses agréables et utiles. Les sociétés aujourd'hui qui font des plans de transformation digitale, elles n'ont pas tout ça en tête. Elles se disent, je vais faire quelque chose de digital, ça devrait donner quelque chose. Elles se trompent, digital, ce n'est qu'un moyen. Le but, c'est rendre service. Alors, si le digital permet de rendre service, on le fait, mais on le fait de façon ciblée. Et on essaie de tester son hypothèse. Est-ce que le digital que j'ai mis en œuvre rend service à quelqu'un? C'est la première question. Pareil pour la fusion-acquisition. Beaucoup de sociétés industrielles se disent, je vais me rapprocher de sociétés digitales. Je vais acheter une solution. C'est intéressant, mais c'est un pari. Il faut être certain que cette solution va rendre un service. D'accord? Et on se rend compte que les gens qui se posent cette question, finalement, arrivent à internaliser ou à faire du partenariat sans forcément acquérir des sociétés digitales, parce que l'état d'esprit qui doit régner, c'est le service. Le lancement de nouveaux produits, coca cerise ou autre, c'est pas forcément toujours un service. Donc, c'est pour ça que les lancements de nouveaux produits ont de plus en plus de mal à trouver leur public, parce que bien sûr qu'il faut des nouveaux produits, mais on sent quand même qu'il y a de plus en plus besoin de services. La partie change management aussi, c'est intéressant parce que avant de vouloir changer les gens, c'est souvent on veut changer les gens qui doivent reporter des actions parce qu'on se dit tiens, ils ne comprennent pas réellement où on veut les amener dans les plans de transformation, donc on va les changer. Mais ce qu'il faut mettre et ce qu'il faut, je dirais, répandre dans une société, c'est comment on se rend service les uns les autres pour, in fine, rendre service aux clients. Donc, la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est l'ensemble des service à nos clients et donc, dans le même cas, rendre service aussi à nos salariés pour qu'ils s'entraident. Alors, regardons un petit peu maintenant comment performent certaines sociétés. On a pris 5 sociétés que tout le monde connaît, donc Procter & Gamble, Amazon, Apple, Johnson & Johnson et 3M. Ces 5 sociétés sont toutes classées dans les sociétés les plus performantes au monde en supply chain auprès de l'Institut Gartner, qui est un institut de référence. Donc, ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est que visuellement, tout de suite, on comprend qu'il y a la différence entre supply et value chain. Donc, les gens qui sont ici sont extrêmement forts en supply chain. Donc, P&G, Johnson & Johnson et 3M. C'est Gartner qui nous le dit. J'insiste, Gartner, c'est sérieux. Donc, s'il le dit, c'est vraisemblablement vrai. Ce sont des experts. Ce ne sont pas des gens qui découvrent la supply chain. P&G est même déclaré et noté comme master. Par contre, on voit que ça ne croît pas. Ces entreprises ne voient pas de croissance, mais P&G, on les connaît, ils sont extrêmement forts en opération. Ce sont des gens qui sont très bons en lean manufacturing. Ce sont des gens qui sont excellents en gestion de l'installation de nouvelles installations pour lancer de nouveaux produits. Ils sont extrêmement bons. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'ils rendent les services que les clients veulent acquérir ou pas? La même question pour Johnson et 3M. Apple, Amazon, bien sûr, on se dit oui, c'est toujours les mêmes concepts, bien entendu, mais il ne faut pas oublier qu'en 99, Amazon, personne ne donnait cher d'Amazon. Quand Jeff Bezos s'exprimait sur les télés en disant je vais investir dans un entrepôt, je vais faire la logistique, beaucoup de gens à Wall Street ont regardé ça avec un moqueur. Mais l'acharnement de Jeff Bezos, il a toujours expliqué, c'est rendre service, c'est la satisfaction de clients à outrance, sans concession aucune, en faisant un énorme pari, c'est que le volume allait à terme l'aider à être efficace, ce qui est vrai depuis 3 ans, puisque Amazon, en tout cas retail, ne gagne de l'argent que depuis 3 ans. Apple, on le connaît tous, sont des gens qui sont obsédés pour faciliter la vie, la rendre agréable. Donc on voit que l'orientation n'est pas forcément la même avec société. Et on voit déjà donc la différence entre supply chain, qui est quelque chose qui est de mécanique, qui est très opérationnel, qui est quasiment une mise en équation, où il y a un intérêt à être excellent, mais ça ne garantit pas forcément la création de perception de valeur, in fine, pour vos clients et pour vos différents marchés. Donc, première question que vous pouvez vous poser, c'est où est-ce que vous vous situez, vous? Comment vous voyez? Est-ce que vous êtes plutôt supply chain ou est-ce que vous êtes plutôt sur la partie value chain? Deuxième question qui est totalement déterminante et qui est liée à ce qu'on vient de voir, c'est est-ce que vous êtes à l'aise avec l'incertitude? Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'incertitude? Les 3 sociétés du bas, P&G, Johnson & Johnson et 3M, continuent à faire ce qu'on appelle des strategic planning. Elles font des plans stratégiques sur 3 et 5 ans.
elles font des budgets à l'année qu'elles déclinent sur des trimestriels, juste pour partager l'information. Unilever ne fait plus ça depuis quelques années. Hein. Unilever ne fait plus de plans sur les trimestres, ils refusent de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on fait ce genre de choses, en fait, il se passe plusieurs choses. C'est que on a envie de faire des prévisions pour faire un plan, et on se rend compte qu'en début de plan, les sociétés, P&G, Johnson & Johnson, le troisième y compris, sont très généreux. Ils sont sur les prévisions, ils disent je vais faire plus 5 pendant 3 ans. Chaque année, je fais plus 5, ça va être fabuleux, c'est un super plan. Mais on constate aussi qu'ils sont assez frileux sur la prise de risque. Pourquoi? Parce que risque égale incertitude, incertitude égale déclin. Et le plan est souvent un plan stratégique, mais souvent un plan qui est lié à de la finance, quelque part, pas toujours, mais bien souvent, et aussi à une optimisation de ses assets. Parce qu'on on a des producteurs, donc on a des gens qui doivent optimiser leur CAPEX. Donc il faut un plan pour optimiser cela. Et donc finalement, malgré qu'ils ont une velléité, ils ont des volontés, ils ont des désirs, irrémédiablement sur des porteurs, ils deviennent un petit peu frileux parce qu'ils disent je dois d'abord délivrer le plan plutôt que de me préoccuper de quelle est éventuellement la satisfaction client et quelle est la prise de risque que je dois prendre. Parce qu'on doit prendre des risques. Amazon a des centaines de projets qui n'ont absolument rien donné, hein, qui sont restés lettres mortes, sur lesquels ils ont investi des centaines de millions. Apple, on pourrait revenir, c'est un peu différent, c'est que la méthodologie qui est moins publique, mais c'est qu'ils ne lancent rien tant que toutes les technologies ne sont pas totalement fiables. C'est une approche différente, mais c'est une approche en tout cas qui garantit le succès à la sortie, beaucoup jusqu'à présent, quoi, un petit peu moins maintenant, mais les gens faisaient la queue pour acheter des produits Apple, c'est peut-être pas la même chose qui se produit avec d'autres marques. Donc l'idée aussi qu'il y a là-dessus, c'est que est-ce qu'on doit choisir de rendre service au plan? Est-ce que je fais tout pour que le plan soit réalisé ou est-ce que je dois d'abord rendre service au client? Est-ce que je veux d'abord être agréable et utile au plan ou est-ce que je veux d'abord être agréable et utile au client? La réponse qu'on propose, c'est d'abord d'être agréable et utile au client parce qu'inévitablement, ça va vous tirer vers le haut. C'est comme dans vos budgets personnels. Lorsque vous rentrez de l'argent à peu près régulièrement, vous êtes moins regardant sur vos dépenses à l'unité près à la journée. Par contre, c'est sûr que lorsque vous êtes totalement flat, vous avez intérêt à gérer de façon excellente votre argent parce que de toute façon, le coût de la vie augmente, le coût des salaires augmente, le coût de l'acquisition des technologies augmente. Donc, si vous voulez rester en place, vous devez bien dépenser, mais c'est pas du tout le même état d'esprit. L'état d'esprit, donc, du plan, c'est top-down. L'état d'esprit de je veux rendre service à mes clients et être agréable, c'est un état d'esprit systémique qui est très bien véhiculé par toutes les méthodologies FSO, qui est de dire le plan, c'est une chose, l'exécution, c'en est une autre. Ce qui compte, c'est le système. Comment le système réagit, comment le système voit que le besoin ou la notion d'agréabilité et d'utilité se déplace sur mon marché et comment je dois y répondre et comment je m'adapte donc en haut et en bas. Donc le système, c'est la brique du milieu entre la stratégie et l'exécution. C'est bel et bien ça la valeur ajoutée du groupe et c'est bel et bien ça ce qu'on propose aujourd'hui avec l'approche des segmentations des chaînes de valeur. Un petit un dessin, j'ai oublié de mettre les copyrights, qui résume un petit peu tout ça avec la notion d'antifragilité, qui est un concept qui a été introduit par Nicolas Nassim Taleb. Antifragile, c'est tout simplement le contraire de fragilité, c'est un terme qui n'existait pas, donc il a inventé celui-là. J'aime bien aussi prendre l'histoire du plastique, donc des plastiques qui sont thermodurcissables, c'est-à-dire que plus on les chauffe, plus ils durcissent. Antifragile, ça veut dire que quel que soit l'écoulement du temps, et le temps égale incertitude, le temps égale aléa, égale Covid, égale nouveau concurrent qui est inattendu. Donc le temps, quelque part, égale problème. Et bien, quels que soient les problèmes, les aléas qui se passent devant moi, je grandis et je crois. Pourquoi? Parce que toujours et tout le temps, il faut rendre service à des gens, à des clients. Le besoin de service, il n'est pas prêt de s'éteindre, il ne cesse d'augmenter. Le Covid nous le montre, les gens n'ont pas moins besoin de service maintenant, ils en ont davantage besoin. Donc, si on a un état d'esprit qui est de dire je rends service, je suis utile, agréable, j'essaie de proposer des choses à tes clients, il y a inévitablement la création de valeur, parce que ce marché ne cesse d'augmenter. On peut aussi prendre l'image que j'aime bien d'un couple. Dans un couple n'est pas fragilisé par les problèmes. Un couple se réalise dans les problèmes. Les couples puissants se réalisent dans l'écoulement du temps. Ils n'ont pas peur du temps. Ils ne cessent de grandir. Donc, c'est toute l'image que l'on veut avoir là-dessus. Les sociétés qui sont fragiles, c'est simple, hein. Il y a un aléa, un imprévu, elles cassent tout de suite parce que voilà, elles ne peuvent pas soutenir la crise du Covid ou bien elles ne voient pas où va la balle, elles ne risquent pas. Les sociétés robustes, on pourrait dire qu'elles ont du cash, donc il y a des crises, il y a des problèmes, mais elles ont du cash, elles ont de la monnaie, elles arrivent à tenir, mais inévitablement, elles vont décroître et peut-être disparaître. Les sociétés résilientes, elles ont peut-être du cash, mais elles sont bonnes en opération. Donc, il y a des aléas, mais par rapport à ces aléas, elles ajustent les dépenses. Hein, donc, on garde plus ou moins de gens, on fait plus ou moins d'investissements.
On s'ajuste, hein, on va chercher les centimes qui manquent et on tient un bon moment d'ailleurs parce qu'on est bon dans notre mécanique, on est bon dans nos équations, mais on n'est pas forcément bon pour comprendre ce que veulent les gens et ce qu'il faudrait faire pour leur rendre service et donc leur créer de la valeur. Le service, c'est la perception de valeur. On va y revenir, lorsqu'on crée de la valeur, on crée la perception de valeur. On sait bien que la valeur d'une marque, c'est la perception de la marque. Ce n'est pas la valeur intrinsèque du produit, c'est la perception que l'on va donner au bien que vous achetez ou au service qui vous est rendu. Donc, l'idée clé, l'idée, viser l'antifragilité, donc accepter l'incertitude. Et on sent tous intuitivement qu'on n'a plus beaucoup le choix aujourd'hui. L'incertitude nous fait grandir, il faut le voir comme ça. Netflix, Amazon le pratiquent, pas pour se faire mal, parce que c'est un des moyens pour grandir. Lorsque vous avez passé vos diplômes, vous n'êtes pas dire, tiens, j'ai une vie à l'aise, je fais ce que je veux le soir, je vais au bar avec mes amis, au restaurant. Non, vous avez beaucoup bossé. Lorsque vous avez rendu vos tests, vous avez énormément travaillé, vous avez beaucoup souffert. Vous avez peu dormi, mais vous avez grandi. Et chaque fois qu'on souffre, c'est un passage pour grandir et aller vers autre chose. Aujourd'hui, les sociétés, ce qu'elles veulent, certaines, pas toutes, c'est dire, je veux garantir mon plan. Ce n'est pas forcément la meilleure étape. Peut-être qu'il faut essayer de souffrir et se dire comment je fais maintenant pour m'ouvrir à l'incertitude. Donc, dans ce côté-là, les gens, par rapport aux aléas, ils vont être dans l'action immédiate, la panique, l'orientation du coût. Et ceux qui sont là vont avoir beaucoup plus de recul et de discernement. Il y a une phrase de Netflix que j'aime bien, pas de Netflix, de Reed Hastings, c'est dans la première boîte qu'il avait faite avant Netflix, il disait on était devenu increasingly efficient and decreasingly creative. Donc, comme j'ai un accent anglais à perfectionner, donc ils étaient devenus sans arrêt plus efficaces et ils n'arrêtaient pas de baisser leur créativité. C'est exactement ce qui est résumé ici par l'orange et le vert. L'efficacité, si vous voulez, qu'on devient extrêmement fort dans la réduction de coûts, j'ai tendance à dire qu'on devient aussi assez bon dans la réduction de la valeur. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est très difficile d'être bon sur les deux en même temps. Ça dépend des cycles de vie des sociétés, mais c'est très difficile d'être bon sur les deux en même temps. Donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est où est-ce que je désire être bon aujourd'hui, mais surtout dans le moyen long terme. Donc, pour développer ces chaînes de valeur, on propose cette image qui consiste à dire, d'abord, il faut que je capte la voix du client. Il faut que j'essaye de lire dans la voix du client, mais aussi derrière la voix du client pour deviner comment délivrer de la valeur perçue. On sent bien intuitivement que tous les clients n'ont pas forcément les mêmes attentes, non plus en fonction du contexte. Les attentes de certains de vos clients avant Covid sont peut-être nettement différentes de celles qu'il y a maintenant pendant le Covid, et les attentes de maintenant sont peut-être différentes de celles qu'il va y avoir une fois que éventuellement le Covid est un petit peu plus loin de nous. Donc, une fois qu'on capte la voix du client, il faut traiter ce signal et en faire des segmentations de chaînes de valeur par perception de valeur. Il faut segmenter les chaînes de valeur par perception de valeur et on va revenir à la fin là-dessus. Une fois qu'on a fait ces chaînes de valeur, on va les prioriser et on va synchroniser les chaînes de valeur prioritaires, celles dont vous avez besoin pour grandir, pour développer vos activités et bâtir une société antifragile. Et une fois que vous vous synchronisez, effectivement, là, vous avez la connaissance, vous savez exactement où est-ce qu'il faut investir. Est-ce que je mets du digital là parce que ça va me servir? Est-ce que je dois investir un nouvel équipement là-dessus? Est-ce que je vais acquérir une compétence rare sur le marché dont j'ai besoin pour développer cette chaîne de valeur? Est-ce que je dois acheter donc aussi une société digitale, etc. Donc, c'est ce chemin-là qui démarre par le client. On a pris aussi l'image du bateau qui est assez intéressante parce qu'en fait, le bateau, donc la voile qui était inventée sur le Nil, c'est clairement une innovation transformatrice ou disruptive parce que c'était pour aller contre le vent. C'était pas du tout intuitif. Donc, c'est réellement une innovation qui différente et ça montre qu'on peut tirer parti donc de forces opposées et que l'on peut grandir à travers ça, ce qui est aussi cohérent avec le message de l'antifragilité. Donc, tout le monde comprend l'idée de chaîne, supply chain, et on parle souvent de value chain, mais la chose qui n'est peut-être pas toujours claire, c'est qu'est-ce que l'on met réellement derrière le mot valeur. Alors aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que la valeur est sur tous les agendas. C'est extrêmement difficile de ne pas ouvrir son LinkedIn, de ne pas ouvrir un magazine où les gens disent on veut créer de la valeur, on a des valeurs, donc nous avons besoin d'une vision et de valeurs communes, délivrant de la valeur à nos clients, délivrant de la valeur à nos actionnaires, nous valorisons nos employés. Nous avons besoin d'améliorer nos chaînes de valeur. Le mot est à peu près partout, mais vraisemblablement, les notions, les concepts qu'on met derrière ne sont pas tous les mêmes. Donc, si on prend différents angles de vue, prenons ici
Par exemple, donc, la partie fournisseur sur la gauche, donc pour la valeur pour un fournisseur, ça va être est-ce que j'arrive à avoir un dossier profitable avec mes clients? Est-ce que j'ai du cash? Est-ce que j'établis un bon relationnel? Effectivement, quand on est fournisseur, c'est capital de créer un bon relationnel avec ses clients parce qu'on peut espérer avoir une certaine fidélité, donc du développement, de la croissance. La valeur, c'est la notion de confiance, la collaboration avec mon client et avoir la visibilité pour le futur. Si on prend la partie plus interne de société, la partie finance, lorsque la finance va s'exprimer sur la valeur, ça va être plutôt l'EBITDA, le niveau de marge, les gains, éventuellement peut-être des réductions de coûts, protéger le cash, servir donc l'actionnaire et peut-être diminuer les stocks up pour la finance, et ça se comprend. C'est ce qui mettrait derrière. Pour les employés, la valeur, c'est peut-être pas tout ça, une partie, mais peut-être pas tout. Ça va être la reconnaissance peut-être par ses collègues, par ses managers, éventuellement un bonus, qui est un thème dont on pourrait parler des heures. C'est pas forcément le meilleur levier de motivation. La considération, on considère le travail, on considère les gens en tant qu'êtres humains, donc on peut accepter qu'ils se trompent, et il faut l'accepter, sinon on peut pas mettre en place la culture de l'essai, donc on peut pas mettre en place la culture de do less more often, il faut essayer, il faut se planter. Amazon se plante énormément et c'est comme ça qu'on devient une société fantastique. Ça peut être le respect, ça peut être écouté, ça peut être les feedbacks qu'on donne, donc la notion de valeur va être différente. Si on prend la partie client, qu'est-ce qu'est la valeur pour le client? La valeur perçue, ça peut être la vitesse de livraison, ça peut être la fiabilité, ça peut être une remise. En France, on aime bien acheter de la remise, peu importe qu'on achète, mais si on a acheté une belle remise à moins 50%, parfois on est super heureux, même si on n'avait pas vraiment besoin du produit. La disponibilité, donc j'ai besoin des choses tout de suite, je l'ai maintenant dans le rayon, donc c'est la valeur. Le service et la qualité intrinsèque du produit. Donc l'idée que l'on veut véhiculer là-dessus, c'est que la perception est totalement différente au sein d'une entreprise, ce qui veut dire que lorsqu'on met ce mot dans l'agenda, il est probable que personne ne le comprend de la même façon. Et il est aussi très probable qu'on le comprenne de façon totalement contradictoire. Créer de la vitesse, c'est pas forcément le meilleur ami du niveau de stock. D'accord. Créer du discount, c'est pas forcément le meilleur avis du profit. Donc, en fonction de comment on crée la valeur, c'est pas du tout les mêmes choses qui vont se produire dans la réalité de l'organisation, ce qui fait que les actions peuvent être un petit peu, je dirais, éparpillées et pas forcément délivrer les résultats attendus, comme on l'a vu tout à l'heure avec des plans de transformation qui ont 75% d'échecs en moyenne. Alors, on va regarder cette petite photo pour, je dirais, ancrer le message de la perception de valeur. Donc ici, vous voyez donc des parents qui ont offert un joli manège à leurs enfants. Ils se disent waouh, c'est fabuleux, mais c'est trop beau, moi j'adore, qu'est-ce que c'est chouette le cadeau qu'on a fait. Mais lorsqu'on se met du côté utilisateur ou du côté, on va dire, client, en fait, ils ne voient pas tout à fait la même chose que les parents. Alors, c'est ni bien ni pas bien, c'est juste que ce n'est pas du tout la même perspective. Donc là, il y a beaucoup d'images à prendre et de questions à se poser. C'est est-ce que le plan de transformation que l'on fait et que l'on trouve peut-être beau sur le papier, parce qu'on a fait un master plan extrêmement détaillé par trimestre, et en plus, comme on avait un petit peu de temps, on a détaillé les gains par mois, en disant voilà, ça c'est le plan, c'est un super beau plan. Est-ce qu'il est perçu comme ça par les gens qui vont l'utiliser? Mais surtout, est-ce que ce plan, il va rendre service? Est-ce qu'il va donner de la valeur perçue aux clients? Ça, c'est une question qui est importante. On peut aussi challenger, travailler avec des sociétés qui sont de très belles sociétés et qui sont en train de mener des réflexions de fond très intéressantes, mais qui, des fois, dans leur premier réflexe, c'est de dire je fais un super beau produit, et qui disent notre force, c'est le produit. Alors, pour ceux qui travaillent dans les achats, lorsque vous avez plusieurs produits sur un marché, sincèrement, en tout cas dans la partie industrielle, c'est rare qu'il y ait une industrie où on dit ça, c'est vraiment un produit exceptionnel qui est totalement différent de tout autre concurrent. Donc, l'idée, c'est que des fois, on a tendance à dire je fais vraiment un produit, je fais de la qualité, je suis vraiment un grand spécialiste, j'ai super bons ingénieurs, on est vraiment au point, les gars. Ouais, c'est parfait, mais la question, est-ce que c'est perçu, est-ce que c'est valorisé par le client? Alors, il y a des gens qui ont des fois une réponse assez étonnante à ça. Je ne dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, je dis juste qu'elle est étonnante. C'est qu'ils disent on va éduquer le client. Bon, on peut le faire. On peut tenter d'éduquer le client, on peut faire des formations clients. Si le client a le temps, c'est certainement une bonne idée. Il faut s'assurer que les clients aient du temps à passer pour comprendre en quoi les produits sont plus fabuleux que les autres. Ça peut être aussi le process. C'est un truc assez intéressant dans les sociétés. Beaucoup de gens se disent on doit revoir nos processus. Et se disent on doit faire un beau processus, parce qu'une fois qu'on a un beau processus, les utilisateurs vont voir que le processus est fabuleux et vont l'utiliser. Juste pour ouvrir l'esprit, je n'ai pas conscience, ça existe peut-être, mais on n'a pas beaucoup, en tout cas dans la littérature, d'exemples où les boîtes ont échoué à cause de leur processus. On n'a pas beaucoup d'exemples où les boîtes ont échoué à cause de leur processus. En général, un processus, c'est un enchaînement de bon sens qui est nourri par un enchaînement de mauvaises expériences que l'on veut bloquer.
Donc, on a fait quelque chose qui était bien, et comme pendant le trajet, il y a des choses qui sont mal passées, on rajoute des règles en disant, ben, plus je fais de checklists et de règles, forcément, limiter la déviation par rapport à mes attentes. C'est un pari, ça peut être important, mais c'est pas toujours ce qui est le vecteur de facilité déjà et de perception de valeur pour vos clients au final. Petite remarque, lorsqu'on achète une autre société, on a un problème immédiat, c'est qu'on doit fondre les processus et qu'on a une orientation qui est très processus, on passe énormément de temps sur le processus, alors que peut-être une des questions les plus utiles, c'est est-ce que cette fusion nous permet de rendre service à nos clients et de créer la perception de valeur. Autre chose aussi, bien sûr que c'est utile, mais beaucoup de gens vont dire je vais mettre un ERP qui est fantastique. Donc ils se disent ici, allez de nouveau, je suis un ERP qui est top. J'aurai mes chiffres, j'aurai papa-maman, j'aurai mes ratios à la minute, à la seconde, je vais avoir de la data visu. Sûrement, c'est très intéressant, mais il faut savoir au service de quoi, parce que si on se limite à installer un ERP, ça ne donne pas forcément tout de suite de croissance. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui communiquent en disant on a fait plus 15% grâce à notre ERP. Le contraire est vrai. Des fois, il y a des gens qui perdent du business parce que le temps d'installer l'ERP, ils perdent des affaires. Mais il n'y a pas beaucoup de sociétés qui sont fortement en croissance parce qu'elles ont installé un bon ERP. Donc, toute l'idée qu'il y a là-dedans, dans les démarches qui sont faites, la première question qu'on doit se poser, c'est plutôt que de se regarder, plutôt que de s'admirer, c'est de se dire, est-ce que ce qu'on fait, ça rend service? Est-ce que c'est utile? Et est-ce que ça va vraiment dans la direction du futur? Je donne un autre exemple avec des marques pour fixer les idées. Donc, ma fille a 18 ans, et donc l'an dernier, elle a passé le bac, donc il y a 2 ans. Et lorsqu'elle a passé le bac, elle avait beaucoup de mal à rester focus. Elle s'est dit, je peux plus avoir mon iPhone parce que je suis trop perturbée. Elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute papa, est-ce que tu pourrais m'acheter un téléphone merdique qui soit pas connecté sur Internet comme BlackBerry? Alors, c'est quand même assez choquant parce que pour les gens qui sont toujours jeunes comme moi, mais qui ont plus de 40 ans, BlackBerry, c'était quand même le sommet de tous. Même je dirais, dans l'esprit, ça reste fort, quoi. C'est quelque chose qui inspire le respect, l'admiration de la technologie. Pour ma fille qui a 18 ans, c'est pas la même perception de valeur. Donc, si BlackBerry veut revenir, en tout cas en termes de marque, ils ne peuvent pas se dire je suis assis sur une marque solide parce que cette marque, auprès des jeunes, n'existe tout simplement pas. Alors, si on reprend cet élément, donc l'idée, c'est d'être vraiment orienté sur la partie client, de comprendre la voie client. Ce sont des choses que les gens pensent faire. Ils ont des programmes, des fois Customer Excellence, des choses comme ça. Et on va regarder comment on peut challenger ça un peu plus dans le détail. Donc, écouter le client, le mettre au centre, valoriser son opinion, mais surtout que son opinion soit totalement transparente à tous les étages de la société. Ce que dit le client, ce que pense le client, ça doit être absolument visible partout dans votre société, sans aucun filtre. Ça ne doit pas être traité par le commercial, ça ne doit pas être traité par direction, ça doit tomber, boum, en plein milieu, devant tout le monde, parce que c'est très difficile à discuter. Pour partage, il faut comprendre qu'Alibaba, donc le CTO, le Chief Technology Officer d'Alibaba, explique très bien que la première activité d'Alibaba, ça a été de dataifier les données clients. Tous les mails, tous les échanges téléphoniques, tous les retours étaient analysés, et c'est là où ils ont mis en place leur intelligence artificielle, pour comprendre ce qui se passe. L'investissement majeur, tous les essais ont été faits pour dire tout ce que les clients me disent dans les différents points de contact, dans les différents moments de la vie, entre l'order, la commande, la livraison et la prévente, j'essaye de tout capter. Et sur les réseaux sociaux, la même chose. Donc, je j'essaie de comprendre tout ce que dit le client. Et grâce à ça, j'ai progressé. Bien entendu, Amazon fait exactement pareil. Toutes les sociétés se posent maintenant cette question. En tout cas, il faut se la poser. Que nous dit le client? Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, mettre ce son partout pour que tout le monde regarde dans la même direction et comprenne ce qui se passe. Parce que si vous ignorez le fait que vos clients ne reconnaissent pas la création de valeur et que vous vous obstinez à mettre en place des projets de transformation, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'on n'écoute pas et on n'est pas réactif à ce qui se passe. Les besoins peuvent changer, encore une fois, entre le Covid, avant le Covid, pendant le Covid, après le Covid, les besoins vont changer. Donc, il faut écouter, il faut s'adapter, il faut changer le plan. D'où la notion d'être attentif, un besoin, et j'aime bien l'expression, où va la balle? Où est la balle aujourd'hui? Ce n'est pas tellement important, c'est dans quelle direction vous pensez qu'elle va. Parce que c'est là que vous pourrez l'attraper. Ce n'est pas là où elle est maintenant, parce qu'au moment où vous allez vouloir attraper la balle sur sa position, elle a déjà bougé. Où va la balle et vers où je dois me déplacer? Et le sens est donné par toutes les remontées qui sont autour de vous ou proches de vous. Ça n'est pas donné dans la colonne vertébrale de la société, c'est donné par l'extérieur. Alors, comment on peut capter un petit peu ces choses-là, en fait? On propose cette matrice pour poser 2 questions. Donc, une question sur la recommandation. Est-ce que vous recommanderiez notre société
à vos collègues. C'est une question qui est très connue, que beaucoup de sociétés utilisent, qui est aussi utilisée partout pour les restaurants. Donc, ça vient d'où? Ça vient donc ici, on l'a marqué, ouais, de Nielsen and Roper. Et l'idée, pardon, le NPS vient de Bain. Et là, c'est un sondage qui nous montre que 92% des consommateurs déclarent que c'est le bouche à oreille qui déclenche l'achat d'un produit, d'un service. Donc pour ceci, on a beaucoup d'exemples. Hein. Si vous décidez un jour de partir à New York et que vous n'êtes jamais allé, vous allez peut-être passer énormément de temps à faire le programme, à chercher les hôtels, à chercher les bons restaurants, les choses qu'il faut faire. Et tout ce travail que vous allez investir, si à un moment vous croisez votre meilleur ami que vous appréciez beaucoup, et il vous dit, mais, tiens, voyons, montre-moi, est-ce que tu as décidé d'aller, est-ce que tu as hésité? Il dit, non, non, moi, à ta place, au lieu d'aller au Hyatt, je vais aller au Hilton, c'est beaucoup mieux. Au moment où la personne vous dit ça, vous allez totalement changer votre plan parce que vous allez écouter votre meilleur pote, vous avez confiance en lui. Donc la recommandation est un levier extrêmement puissant. Encore faut-il l'écouter. La mesurer, c'est bien, mais il faut essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Il y a un petit son derrière, François. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est moins utilisé par les sociétés, c'est de demander est-ce que c'est facile de collaborer et d'interagir avec nous. Donc ici, cette question, elle est assez intéressante. Et Gartner nous montre en fait un sondage qui dit que 96% des clients qui éprouvent des difficultés à interagir avec une entreprise deviennent moins fidèles. Parce que dès qu'il y a des irritants, forcément, ça diminue l'envie de collaborer. Donc j'ai un collègue, je ne sais pas s'il est branché aujourd'hui, qui depuis qu'on fait ça, maintenant, lorsqu'on discute à propos de personnes, il me dit, bah, tu vois, tiens, Jean-Marc, cette personne, je la recommanderais parce qu'elle est brillante, elle travaille extrêmement bien. Par contre, qu'est-ce que c'est compliqué d'interagir? Et c'est pareil dans vos relations personnelles. Quelqu'un qui est absolument brillant, qui est un matheux ou qui est quelqu'un qui a fait une école fabuleuse, qui a démontré partout que son cerveau fonctionne bien. Si c'est difficile de collaborer avec cette personne, est-ce que vous avez envie de travailler avec? Il y a des fois, on fait des groupes de projets et on le constate. Il y a des gens, quel que soit le projet, si vous mettez des personnes qui trouvent que c'est facile de collaborer, elles vont dire le projet, je le prends. Par contre, quel que soit le projet, si dans ce projet-là, il y a une personne avec laquelle les gens ne se sentent pas à l'aise pour collaborer parce que c'est difficile, elles ne le feront pas. Alors, beaucoup de gens passent du temps sur des théories d'engagement, etc., mais ça commence par là. Est-ce qu'on a des gens qui sont, je dirais, faciles d'approche, qui acceptent la critique, qui acceptent le feedback? On a des gens qui ont des personnalités, des égos très haut placés, avec lesquels on ne peut pas parler et donc avec lesquels on ne peut pas se construire. Donc, on pose ces deux questions et on fait apparaître ici ce qu'on pourrait appeler la matrice de l'amour. C'est quoi? C'est-à-dire que si les gens aiment votre marque, aiment ce que vous faites, ils aiment vos valeurs, on peut l'interpréter comme ça, et qu'en plus, ils trouvent que c'est facile de collaborer avec vous, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'addiction parce que c'est très compliqué. Vous avez des gesteurs qui sont difficiles avec vous. Très compliqué de se séparer d'une marque pour laquelle on a un gros affect et d'une marque avec laquelle on a des interactions simples. Simple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Simple, ça veut dire que s'il y a un litige, on le règle rapidement. Hein, on reviendra là-dessus. On trouve des solutions. Simple, ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est pas tout à fait pareil. La simplicité, c'est la capacité à gérer les aléas et les critiques de façon, je dirais, sereine et dans les deux sens. Donc ça, c'est pareil dans les relations de couple. Hein. Si vous avez une relation de ce type-là, vous pouvez dire que vous allez vers l'antifragilité. Par contre, si vous avez une superbe marque, mais que vous recevez sans arrêt des messages comme quoi c'est pas simple d'interagir avec vous, vous êtes dans la zone un petit peu rouge qui est vers la répulsion, en tout cas la frustration. C'est comme dans les relations humaines, ça veut dire que si les gens peuvent changer, à un moment, ils vont réellement le considérer parce qu'ils ont beau apprécier la marque, si à chaque fois c'est compliqué d'interagir avec vous, si c'est compliqué d'avoir vos données techniques, si c'est compliqué d'avoir des délais qui sont tenus, si c'est compliqué de vous adapter, ils vont dire écoutez, la marque c'est super, mais je peux plus. Moi, j'ai des marchés qui se déplacent et qui accélèrent. Je dois suivre ça et vous m'aidez plus, vous ne me rendez plus service. Alors, de l'autre côté, c'est intéressant, mais si vous n'êtes pas aimé, mais que vous êtes perçu comme des personnes faciles, il y a peut-être un coup à jouer. Ça veut dire que vous apportez quelque chose. Donc, il faut jouer sur la partie marque. Mais dans les deux cas, l'idée, c'est toujours de se dire il faut aller là-haut. Donc, on ne peut pas économiser le levier de la facilité. C'est un levier qui est certainement le plus puissant pour l'ensemble des entreprises aujourd'hui activées. Construire une marque, ça prend beaucoup de temps et des investissements importants, ça vaut le coup. Mais on sent intuitivement que créer de la facilité, c'est beaucoup plus simple. Rendre service, proposer des services, des suivis, écouter le client pour lui être agréable, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et ce n'est pas forcément des investissements qui sont aussi colossaux que pour construire une marque ou en tout cas continuer à développer sa marque. Il faut faire les deux, bien entendu, mais la facilité est accessible dans un premier temps. Un cas qui est assez spécifique avec Amazon et qui est intéressant, c'est donc on a repris l'évolution du chiffre d'affaires depuis 2005. Et en fait, Amazon, son Net Promotion Score, c'est-à-dire sa recommandation, est assez faible. 7. Alors, rapidement, pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers,
Lorsqu'on note la recommandation de 0 à 10, si les gens répondent entre 0 et 6, ça fait -1, c'est-à-dire que c'est négatif, ce sont des détracteurs. S'ils répondent entre 5 et 8, c'est neutre. Si on vous dit, est-ce que vous aimez votre partenaire dans la vie, vous répondez 7 ou 8, on comprend bien que ce n'est pas l'amour fou. C'est pas mal, mais ce n'est pas l'amour fou. 9 et 10, par contre, ça compte +1 parce que ça veut vraiment dire qu'il y a un attachement spécifique. Amazon n'a que 7. On ne peut pas dire que tout le monde est fou à peu près de la marque. Je vais donner un exemple d'Albert Dupontel, qui est un acteur-réalisateur que j'aime beaucoup. Il n'aime pas Amazon parce que Amazon, pour lui, c'est son point de vue, ça ne véhicule pas forcément des valeurs humaines, ça ne véhicule pas la solidarité, ça véhicule la compétition, un petit peu peut-être de souffrance parce que, en tout cas, c'est ce que ça lui exprime. Pardon, il dit c'est pratique. Il dit qu'il commande sur Amazon parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, parce que c'est pratique, parce que c'est simple. Si vous diminuez les obstacles à commercer avec vous, à collaborer avec vous, en écoutant les clients, ça peut dire que le client a raison. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir comment on peut changer les choses pour qu'il ait une perception de votre service, de votre produit plus simple et plus utile pour lui. Eh bien, cette perception-là, elle compte parce que dans le cas d'Amazon, c'est réellement son vecteur de croissance. Amazon fait tout pour faciliter la vie de ses clients. Tout. Lorsqu'il y a un problème avec Amazon, peut-être que vous l'avez vécu, vous appelez, vous êtes immédiatement remboursé. Ce n'est pas 1 ou 2 semaines après. Ils ne vous demandent pas de faire un email en rappelant votre numéro de commande, en prenant une photo du produit. Ils ne vous demandent pas ça. C'est immédiat. D'accord? Et ça, c'est un état d'esprit qui est extrêmement. Il est assez simple à mettre en place. Il y a trop de sociétés, on le voit dans l'industrie, qui disent s'il y a un problème, expliquez-moi votre problème, envoyez-moi une photo, mais vous êtes sûr que ce n'est pas vous qui avez fait une erreur, vous êtes sûr que ce n'était pas le. Non, mais il y a des choses plus rapides. Et lorsque vous créez ça, vous faites d'un élément frustrant, d'un événement irritant, une expérience fabuleuse parce que c'est assez quand même perturbant. Et c'est pour le moment, en tout cas, ça reste encore assez nouveau. Donc, faciliter la vie de client tout le long de la vie, c'est faisable, c'est ce que fait Amazon et investit massivement là-dessus et ça paye. Il y en a maintenant un petit peu, la pub Amazon, il n'y en avait pas tellement avant. Amazon, ce n'est pas quelqu'un qui investit des milliards dans la promotion de son image de marque. Par rapport à son service. Le service est connu, les gens y vont, ils retournent, ils le recommandent, en tout cas en termes de vitesse. Et donc, du coup, ça fait des sociétés qui sont en forte croissance. L'idée aussi de faire cette enquête auprès de vos clients, mais les deux, pas que le NPS, et le NPS, il faut le cibler comme il faut, c'est donc faire les deux, la recommandation et la facilité. C'est aussi, et on peut se le permettre, donc c'est des choses que l'on fait et qui en général marchent plutôt bien, on demande en même temps aux clients qui reçoivent cette enquête d'évaluer en termes de perception les concurrents. Donc ça, c'est énormément d'informations, parce que vous, mettons que vous soyez là, et comme donc dit cette phrase de Sun Tzu, là, c'est connaître ton ennemi et connais-toi toi-même, c'est la meilleure façon de progresser, parce que si vous pensez que vous êtes très très fort, mais que vos clients disent, nous on voit vos concurrents ici, ici ou ici, mais déjà ça va vous aider sans discuter, sans dire on a le meilleur processus, sans dire on a le meilleur KPI, parce que le KPI, franchement, c'est important que pour vous. Ce qui est important, c'est que pensent vos clients de ça. Et ici, si vous avez de très bons KPI, vous êtes sûr d'avoir de beaux produits et d'être très performants, et bien lorsque le client vous dit ça, vous n'avez pas d'autre choix que de l'accepter. Vous n'avez pas d'autre choix que de regarder vers le client et de vous poser les bonnes questions. Et peut-être d'arrêter des discussions en interne qui ne sont pas toujours très productives, mais il faut surtout les orienter dans le bon sens. Et cette voie-là, elle compte, parce que c'est la voie de vos clients qui vous permet un petit peu de savoir comment vous êtes perçu. Et la perception, donc, à la fin, ça se transforme en réalité. Ici, on a dessiné, donc ça vient donc du modèle SCORE, le modèle donc Plan, Source, Make, Deliver. Ce qui se passe dans beaucoup de sociétés par rapport à ce modèle, pas par rapport au modèle, mais à la compréhension de la supply chain, la première idée, c'était de se dire, je veux être excellent en vente, customer excellence. Je veux être excellent en delivery, donc c'est service excellence. Je veux être excellent en customer excellence. Je veux être super bon en manufacturing excellence, purchasing excellence, supplier management excellence. Et il y a une sorte d'espoir là-dedans, c'est que si je suis très bon partout, je serai à la fin extrêmement bon. On sait tous que c'est pas vrai, ça fait 1 plus 1 plus 1 ici, à la fin, ça fait tout, ça fait des fois même moins que 1. Pourquoi? Parce que tout mettre sur un silo, c'est en général enlever tout le reste aux autres silos. Si vous êtes très bon en service, être les meilleurs du monde en service en client, il faut donc peut-être beaucoup de stock, peut-être beaucoup de flexibilité pour avoir des délais très courts, et ça se fera donc au détriment du make. Si vous êtes très bon en make et faire des grandes campagnes de fabrication avec pas de changement, réduire les coûts, optimiser les micro-pourcents et être excellent, ça ne vous donnera pas
la flexibilité, l'agilité pour les clients. Donc, ces programmes possèdent au fond d'eux, en fait, l'un des mécanismes qui fait que les sociétés, parfois, sont en très forte friction interne. C'est pas fluide parce que les objectifs de chaque silo sont tellement différents. Et puis, il y a derrière le même mot valeur qu'on ne s'y retrouve plus et qu'on est en tension maximale. Et comme chacun est stressé, hein, parce que c'est pas évident de travailler comme ça, on se dit, eh ben, je veux quand même faire ce que mon patron m'a dit ou ce qu'on nous demande, je veux être conforme et je suis la procédure. Et ça donne le résultat qu'on a vu dans des sociétés qui sont pourtant quand même fabuleuses, des belles marques, ça stagne. Ça ne peut pas grandir. Pour les choses que je dis au début, mécaniquement, c'est programmé pour stagner. Effectivement, travailler en transversal, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut se parler, parce qu'il faut coopérer avec des gens dont on ne connaît pas forcément bien le métier, mais c'est la seule façon d'y arriver, avec ce qu'on a dit auparavant, en étant obsédé, acharné, pour comprendre la partie client ici et le tirer tout le long de la chaîne. Si je comprends ce que veut le client et j'arrive à lire entre les lignes et que j'arrive à segmenter, je peux dire à peu près aux ventes comment se comporter. Si les ventes comprennent mieux les signaux et arrivent à s'adapter aussi, elles vont donner peut-être un peu plus d'infos aux mecs pour pouvoir s'organiser comme il faut. Et ainsi de suite. Mais on n'a pas le choix. Il faut se synchroniser à partir de la partie valeur perçue et attendue par le client. On tourne cette roue, c'est la notion de synchronisation et on se synchronise sur ce signal. Peut-être assez simple à comprendre au départ, extrêmement dur à mettre en œuvre, on le voit, parce que les sociétés qui gèrent par silo et par indicateurs clés par silo doivent accepter, et c'est le plus difficile, d'arrêter ça. En tout cas, d'aller sur un truc qui devient obsédé sur la perception client. Et on le développera pas aujourd'hui sur la perception salariée. Alors, pour mettre en place cette synchronisation, Efeso a mené une grande étude en 2020. Les résultats sont accessibles sur le site web Efeso, qui retient donc quatre grandes étapes pour arriver vers ce succès. Donc, la partie leadership organisation, la bonne intégration des données, la bonne compréhension de la création de chaînes de valeur end-to-end, et donc, je dirais, la fondation qui est comment je crée le système, comment je crée le système à s'adapter pour pouvoir progresser. Alors, maintenant, rentrons dans un exemple. On démarre une segmentation des chaînes de valeur. Donc, c'est une proposition. Il y a d'autres méthodes, mais on fait cela depuis quelques années, avec plutôt de bons résultats. La première façon, c'est de réunir dans une même salle donc les commerciaux, des gens, quelques personnes de production, de la supply chain, des achats ou autres, des gens qui ont quand même un rôle important dans la société. Il faut que le PDG soit là en permanence, ou en tout cas le directeur général. Et on va passer, c'est pas forcément long, ça prend une demi-journée pour dire, bon, quels sont nos marchés? Marché automobile, marché ferroviaire, marché aéronautique, hein, ou autre. Quels sont nos clients, que l'on écrit en dessous? Et ensuite, quels sont les produits ou services que l'on offre? En général, cet exercice, lorsque ce sont des gens qui vendent des produits catalogues, il est pas très difficile. Lorsque ce sont des gens qui sont des sociétés plutôt engineering ou qui répondent à des spécifications clients, des fois, la compréhension des gammes de produits est un petit peu plus difficile à faire facilement, mais on y arrive. Et une fois qu'on a cette vision, on va demander aux commerciaux qui connaissent parfaitement leur business de dire, ben, le client A, il achète ses produits. Le client A, il achète aussi ça. On va regarder quel type de produits et de services ces gens-là achètent chez nous. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une répartition par marché, hein, qui est quelque chose qui se fait beaucoup. Une fois que l'on fait ça, alors on l'a fait, pour donner des exemples, des fois on a 160 colonnes, hein, ça nous est arrivé une fois. Et le maximum en ligne de produit, on a 120, mais après ça simplifie. On va demander aux gens de dire, mais comment ces gens-là vous perçoivent, comment ils interagissent avec vous, comment vous ressentez les contraintes qu'ils mettent sur votre supply chain. On n'est que sur le domaine du ressenti, on n'a pas besoin de faire des mises en équation. Et les gens, naturellement, au cours de la discussion, vont dire, bah, tiens, finalement, tous les clients, pour ces produits, des gammes de produits 1 et 2, ils ont à peu près les mêmes comportements, ils ont à peu près les mêmes attentes. Ça pourrait être, on n'a pas besoin de le détailler à fond, mais ça pourrait être, ils sont tous acharnés pour avoir des prix extrêmement bas et à avoir des délais fiables. Ok, pourquoi pas. Mais c'est une notion de perception, c'est pour ça qu'il nous faut les gens qui sont en contact avec les clients. Par contre, ce qui est intéressant, on va voir qu'en dessous, ces mêmes clients A et B, qui étaient ici, là, n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes attentes pour les groupes de produits 3 et 4. Et ça se passe souvent dans les business, donc on peut donner un exemple qui est simple, hein, mais il n'y a pas que celui-là. Souvent dans vos activités, si vous avez des produits qu'on va appeler legacy ou des produits en catalogue, les attentes par rapport à ces produits vont être différentes des attentes de vos clients par rapport à des nouveaux produits. C'est un exemple simple, mais qui marche assez souvent. Ils ne vont pas avoir les mêmes attentes sur les nouveaux produits. Ils ne vont pas être aussi regardants sur le prix. Ils vont attendre vraiment quelque chose d'une valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir aussi revendre à leurs clients. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes attentes, ce n'est pas les mêmes comportements. Et si vous les approchez et si vous vendez de la même façon, vous allez perdre
d'un côté ou de l'autre, parce que si vous vendez un nouveau produit en ayant l'état d'esprit de vendre un produit qui est historique et connu depuis longtemps, vous n'allez pas forcément négocier bien le prix, vous n'allez pas forcément bien valoriser peut-être la difficulté du lancement ou du service, et vous allez donc créer une mauvaise perception in fine, parce que vous allez prendre des engagements que vous n'êtes peut-être pas capable de tenir. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on a fait exprès, la notion de marché disparaît, et la notion de client disparaît un petit peu. Avec les value chain, vous allez voir apparaître ce qu'on appelle des arènes de compétition. Il y a déjà très longtemps qu'il n'y a plus de compétition par marché. Aujourd'hui, c'est pas le marché de l'automobile est totalement différent du marché ferroviaire. Airbnb n'était pas un concurrent, n'était pas un marché concurrent de Accor. Airbnb a disrupté complètement l'hôtellerie, mais en venant d'un marché qui n'était même pas visible sur le radar d'Accor. C'est la même chose pour le secteur notamment de la vente emportée avec Uber Eats ou sur la partie taxi avec Uber. Ce que les gens ont créé, ils ont disrupté tous les marchés parce qu'ils ont créé une facilité à acquérir un service. D'un clic, je réserve une chambre chez quelqu'un. Donc en plus, avant, on n'avait pas confiance aux gens. Maintenant, on a confiance avec un clic. C'est quelque chose qui est assez fou comme impact chez l'être humain. On réserve un taxi avec un clic. Ils ont tout changé. Donc la concurrence n'est plus par marché, ce sont des arènes de compétition, des types de clients pour des types de produits qui se déplacent et qu'on doit suivre. C'est pour ça que l'approche en termes de value chain va avoir des impacts très conséquents. Parce qu'il faut gérer par value chain. Donc il faut aller vers des gens qui vont intégrer une équipe value chain, notamment si on prend l'exemple le plus facile d'un commercial. Si vous avez un grand compte qui s'occupe du client A, mais que ce client A a différentes attentes, est-ce que ce grand compte sera capable de les gérer comme il faut? Et comment on fait pour le client B, C, D, E qui ont les mêmes attentes sur produits 1 et 2, alors qu'on a plusieurs commerciaux? C'est pas simple de faire la synchronisation déjà avec une organisation comme ça, avec les ADV qui vont les derrière après avec la partie distribution. C'est pas aussi simple que ça. Donc comment on fait? Il faut essayer de visualiser ces chaînes de valeur et d'adapter l'organisation à ça pour que vos chaînes de valeur soient réactives, pour qu'elles récupèrent le signal le client le plus rapidement possible et qu'elles s'adaptent et qu'on voit comment ça bouge. Il faut avoir aussi des organisations flexibles parce que des gens peuvent se déplacer, bien entendu, en fonction des intérêts. Une fois qu'on a fait ce travail, on fait une autre session donc avec la direction et quelques autres personnes et on va passer un deuxième temps qui, à contrario du premier qui était totalement focus sur le client, c'est-à-dire que le premier instant, pardon, je reviens en arrière, ici, on ne s'occupe pas du tout de votre footprint. Où sont vos usines, où sont vos entrepôts? Ça n'est pas la question. La question, c'est quelles sont les attentes et les perceptions des clients et comment ils se comportent avec nous. C'est ça la question, ce ne sont pas nos contraintes. Ici, Jean-Marc, c'est le contraire. Jean-Marc, excuse-moi, c'est Roberto. Je vois qu'il y a des questions. Ok. Ce qu'on avait prévu, parce qu'on... Vas-y, François. Ok, donc on a prévu de répondre aux questions dans une deuxième partie de la session. Ah, d'accord. Qui va arriver très vite. Hein, qui va arriver ok, très bien. Donc, dans la deuxième partie, on va se dire, c'est bien d'avoir des chaînes de valeur, c'est intéressant, le client, tout ça, super, ok. Mais nous, on a quand même des contraintes. Hein. On n'a pas non plus des budgets infinis. On a quand même des volontés de marge. On a aussi besoin d'occuper nos machines. Donc, on a sujet. Et donc, dans cette deuxième partie, on ne prend en compte que les contraintes et les critères internes à la société. Donc là, c'est un exemple qui peut être le chiffre d'affaires, la marge, le volume, les opportunités marché parce qu'il y a un concurrent qui est moins bien, donc il y a une opportunité à saisir, ou l'importance stratégique. Aujourd'hui, on est sur des marchés où on travaille avec des startups qui ne sont pas encore intégrantes, mais on pense que c'est stratégique parce que c'est l'avenir, donc on doit l'intégrer dans notre raisonnement. Donc dans cet exercice-là, on demande, et c'est quand même un énorme boulot, aux dirigeants de donner ces critères-là. Pardon, ici. Donc ça, c'est une première mise en situation pour la direction qui est passionnante parce que là, la direction, c'est son moment, elle doit donner les critères qui sont importants pour la boîte. Ensuite, avec une méthodologie qui s'appelle Pairwise Comparison, qui est une méthode de comparaison de critères 2 à 2, on va obtenir ces pourcentages. Et on le fait avec la discussion, mais in fine, c'est la direction générale qui décide, parce que la direction cap, hein, donc quels sont les quelques critères qui sont très importants, mais aussi comment je les pondère entre eux. Et ce travail de la direction est indispensable et c'est là qu'il doit se faire. On ne peut pas démarrer un projet de segmentation si on ne démarre pas ça. C'est pas tellement de sens de démarrer des fois des projets supply chain ou digitalisation si on n'a pas fait d'abord ce boulot parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on va mettre notre boussole. Une fois qu'on a ça, par value chain et non plus par client, non plus par marché, par value chain, je vais agréger grâce à des extractions de données les chiffres d'affaires, la marge, les volumes, et avec la discussion, je vais regarder ce qui est stratégique ou pas. Donc, je fais un classement, donc 1 étant la meilleure position, et à la fin de cet exercice, j'obtiens une priorisation de mes chaînes de valeur qui a pris en compte deux choses. La perception du business, la segmentation de la valeur chez mes clients.
Et la deuxième, les intérêts de ma société qui sont donnés et le cap est fixé par la direction. Donc, j'ai déjà quelque chose qui est partageable, facile à comprendre et qui a nécessité du travail. Ça peut changer dans 3 mois. L'avantage de cette approche, elle est très facile à adapter, elle est très systémique. Elle est basée sur la compréhension du marché et la compréhension, c'est le jugement. Ce n'est pas toujours des milliers de plans et des milliers d'analyses de données. Et ensuite, elle est back-upée par une approche qui est beaucoup plus rationnelle, qui est de dire qu'est-ce qui est important pour nous d'années ou vous aurez dit que le turnover devait être beaucoup plus supérieur. Peut-être qu'avec le Covid, vous dites je dois préserver mon cash. Donc le critère marge ou autre sera beaucoup plus important. Ça change. Et c'est ça l'adaptation, c'est faire changer cette matrice-là et les gens le comprennent. C'est très simple à comprendre. Deuxième chose, troisième, une fois que vous avez fait ça et que vous avez priorisé votre chaîne de valeur, pour chaque chaîne de valeur, vous allez vous demander qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Là, on a pris l'exemple des chaînes de valeur appliquées à la supply chain. Les chaînes de valeur peuvent s'appliquer à beaucoup d'autres choses que la chaîne de valeur, que la supply chain. Mais là, on l'a pris appliqué à la supply chain. Donc, appliqué à la supply chain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une chaîne de valeur, il y a 4 critères qui sont proposés. Il y en a un 5e qu'on n'a pas mis, mais ces 4-là sont les meilleurs dans le modèle score. C'est je dois choisir là où je vais être le meilleur. S comme supérieur. Je ne peux en choisir qu'un. Alors, est-ce que je vais être fiable? C'est-à-dire qu'est-ce que je veux délivrer toute ma commande à l'heure dans les délais comme prévu? Est-ce que je désire être le plus rapide? Et là, c'est une notion que de vitesse. Combien de temps s'écoule entre une commande et le moment où le client l'a dans sa main? Ou bien, je veux être bon en total cost to serve. Et total cost to serve, c'est important. Ce n'est pas que manufacturing, ce n'est pas que achat, ce n'est pas que delivery. Il faut comprendre le coût end-to-end et je vais être bon sur le coût total. Ou est-ce que je vais être bon sur la gestion du cash entre mes paiements, mes règlements fournisseurs, mes paiements fournisseurs et mes stocks, mes paiements, clients. Et je dois, et la direction pareil, fait une discussion et on doit décider, nous on pense que sur la value chain, il faut être les meilleurs du monde en service parce que c'est ça qui va être le vecteur de notre croissance. Ou, si je prends la deuxième, il faut qu'on soit les meilleurs du monde en vitesse. Énorme travail demandé par la direction du commerce de fixer un cap et on voit bien que par value chain, ça n'est pas pareil. Et on voit bien au quotidien le problème des gens qui sont dans les usines ou dans les entrepôts. On leur demande d'être rapides, mais en même temps pas cher et en même temps d'optimiser la production. Mais les gens ils disent ouais, mais c'est quand même compliqué comme truc parce que comment je peux être rapide et pas cher? Comment je peux être qualitatif et rapide? C'est pas simple. Là, par contre, on leur dit sur une value chain donnée, on sait que le gain, c'est d'être fiable. Donc, on fait tout pour être fiable. Et si c'est la priorité numéro 1, c'est d'abord ce qu'on fait et qu'on doit réaliser, quoi qu'il en coûte, comme dit notre président Macron. Quoi qu'il en coûte. D'abord, on fait ça. On se synchronise tous et on délivre ça et on va étudier si on a la perception client qui s'améliore. Si on a bien fait notre travail, eh bien on passe à la deuxième segmentation dans la journée. On se dit, tiens, est-ce que je peux améliorer la vitesse? Et tant pis si je perds un petit peu de coût. Par contre, s'il y a une value chain qui est totalement sur le coût, c'est tant pis le service. Et donc là, on détend les gens du commerce, on détend les gens de la logistique. On leur dit, attendez les gars, on a dit que c'est le cost, pas de problème. On n'envoie que lorsque le camion est plein. On ne fabrique que lorsqu'on peut bloquer la bécane pendant 2 semaines. C'est clair, c'est net. Il n'y a pas besoin de se plaindre au niveau du commerce. La donnée est claire et partagée. Assumé, c'est important. Et comme ça, les gens, une fois qu'ils comprennent ce que l'on attend d'eux, en général, il n'y a pas de surprise. Ils essaient de faire de leur mieux pour le faire parce que ce n'est pas conflictuel et ça ordonné, c'est priorisé. Dernière partie, lorsque vous avez ce plan, il y a beaucoup d'intérêt à le valider, en tout cas à le confirmer avec vos clients. Donc, il y a un outil qu'on appelle Customer Value Analysis, où on fait des enquêtes qui sont le plus courtes possible, qui visent à mettre les critères qui vous semblent importants par rapport à votre connaissance client, et de demander à vos clients, en général ça prend 1 heure, de le hiérarchiser. On a plutôt un taux de participation qui est bon en B2B là-dessus. Et donc, lorsqu'on consolide les enquêtes de différents clients, donc ça peut être 15, ça peut être 20, ça peut être 100, on obtient ce genre de résultats. Donc, par exemple, ici, les clients, majoritairement, sur chaîne de valeur, ils ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse de livraison. Le carré, là, c'est la position, on va dire, de la société qui fait l'enquête. Et tout ce qui est en rond, ce sont les concurrents. Donc là, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la société parce que sur le critère le plus important, ils sont mal évalués. Par contre, sur ce critère, ils sont plutôt bien évalués, qui était de dire, j'ai mis en place un système qui permet de savoir où j'en suis de ma livraison, de ma fabrication, mais l'importance n'est que de 11%. Alors, on a peut-être investi dans un truc digital, track and trace, on a fait un truc extraordinairement bien, mais peut-être que si on a vu cette information et si on l'avait segmentée, on aurait peut-être investi une partie de nos ressources sur comment je réduis la vitesse, avant même de donner le statut de livraison. Et lorsque vous avez cette carte qui vous revient et que vous avez aussi la perception, vous avez réellement une boussole, vous avez un projet qui est posé, ne demande qu'à descendre, qui va être assez simple pour embarquer parce que ça vient, encore une fois, du marché, ça n'est pas filtré, ça n'est pas
détourné, ça vient directement du marché. Ça ne vient même pas des commerces, ça ne vient même pas de la direction, ça vient du marché. Mais la priorisation, elle, vient du business. Une fois que vous avez ça, ce qu'on ne détaille pas aujourd'hui, c'est comment on met en œuvre les projets, parce que ça dépend des priorités. Mais l'idée, elle est de dire, et ça c'est extrêmement important à calibrer, c'est qu'il n'y a pas de projet genre logistique d'un côté, un projet production, etc. Non. Tous les projets qui sortent d'une segmentation de chaîne de valeur doivent être transversales, c'est tout. Il n'y a pas le choix. Parce que, comme on l'a vu sur le dessin avant, il faut tout synchroniser. Donc, on peut avoir une approche qu'on aime bien qui s'appelle Team of Teams, qui dit gérer une équipe d'équipes. Donc, on met un cœur qui lead ces équipes, mais ces équipes sont en permanence en contact. Parce que ce n'est pas un petit groupe projet de logistique qui va créer de la valeur. Hein. Je suis désolé, ça ne marche pas. Ce n'est pas un petit projet de production ou même de commerce qui fait que ça marche. C'est un projet end-to-end où on comprend comment je crée, mettons, si je prends l'exemple de la vitesse, comment je crée de la vitesse. De ma supply, de mes fournisseurs, de mon stockage, de ma mise en production, de mon stockage, de mon expédition. Comment je crée de la vitesse de bout en bout. Comment je crée de la vitesse pour répondre à des appels d'offres, ce qui est des données qu'on a souvent dans cette société d'engineering qui se demande comment créer de la vitesse pour répondre plus vite. Donc, ce projet, il est important parce qu'il est issu d'une value chain qui est prioritaire pour l'avenir. Donc, en général, ça monopolise très fortement l'intérêt de la direction, mais aussi quand même des salariés. Et deuxièmement, il est totalement transversal parce qu'on veut que les gens apprennent la gestion des conséquences de quoi la gestion des conséquences de leur acte sur leurs voisins. Il faut installer la réciprocité. Quand je vends un tel délai, ça veut dire quoi pour toi? Quand je veux faire ça en production, ça veut dire quoi pour les gens de la supply? On est obligé de l'installer pour que la discussion se crée. Ça n'est pas un système digital qui règle ça. Ça n'est pas un processus qui règle ça. Ce qui va régler ça, c'est la mise en synchronisation. Et une fois qu'on comprend comment ça marche, on peut poser le processus ou le système digital qui convient, mais on le pose parce qu'on sait ce qu'il nous faut. On ne le devine pas, on le fait par la pratique. François, c'est à toi. Bien, voilà pour l'essentiel de l'approche. Alors bien évidemment, derrière se pose la question du passage à l'action. Hein, donc on voit qu'une fois qu'on a pu identifier nos chaînes de valeur et leurs spécificités, bien évidemment le passage à l'acte en termes de chantier, d'initiatives d'amélioration et d'investissement va être très facilité et on va pouvoir construire un plan d'investissement segmenté et adapté aux besoins de services, de services, de qualité, de vitesse, de coût de nos clients, en choisissant et en construisant une roadmap d'amélioration qui va peut-être pour une chaîne de valeur qui va privilégier la fiabilité, s'appuyer sur des initiatives de planning, de prévision, de gestion des fournisseurs, mais peut-être que pour une chaîne de valeur qui va privilégier le prix, on aura intérêt, donc le cost to serve, on aura intérêt à s'appuyer sur des travaux achats, des travaux d'automatisation physique, des travaux d'excellence opérationnelle. Et puis, pour une chaîne de valeur qui va privilégier la réactivité, la vitesse, on aura intérêt à travailler sur du lean, on aura fondamentalement à travailler sur notre réseau de distribution, etc., etc. Tout en gardant en tête, bien entendu, que dans l'élaboration de ce plan, ce qui sera très, très important, c'est d'avoir gardé la connexion des leaders de l'entreprise avec ces sujets, de manière à ce qu'on garantisse leur support, qu'on puisse éduquer les équipes, qu'on puisse investir où nécessaire et quand nécessaire en technologie, en digitech, en 4.0 et en partage de données de manière comprise par tous les acteurs de l'entreprise. Voilà, l'étape suivante, je dirais, c'est celle-ci, c'est d'élaborer ce plan d'action, ce plan de progression et cette segmentation des investissements et des initiatives de manière à ce qu'elles soient comprises par tous dans le sens de la valeur du client. Voilà pour cette rapide conclusion. Bien entendu, les bénéfices d'une approche comme celle-là vont être importants. Je ne sais pas, Jean-Marc, tu peux passer à la page suivante, oui. Ce qu'on constate, nous, c'est qu'en fonction des chaînes de valeur et des choix qui sont faits de manière segmentée et appropriée, on
on a de très gros impacts sur les recommandations clients et sur l'engagement des employés, bien entendu également en termes de test lead time et de coûts. Peut-être que l'on peut ouvrir la période de réponse. Ouais. Donc, en première étape, on a repéré dans quelques questions dans le chat. Une question de Rodolfo concerne le temps pris pour mettre en pratique certaines opportunités détectées sur certaines chaînes de valeur. La question est comment prend-on en compte ce temps dans la mise en œuvre d'actions d'amélioration. Donc, un premier élément de réponse, je dirais, on vient d'en parler, c'est-à-dire que dans notre plan d'action, bien entendu, ce plan d'action, il est réparti dans le temps. Et donc, on essaye d'identifier pour chaque macro-sujet quelles sont les activités essentielles de court terme, de moyen terme et de long terme. Je ne sais pas si Jean-Marc a d'autres. Oui, mais c'est Rodolfo que je connais qui a posé la question. Je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Le temps mis pour mettre en pratique. Alors, je vais peut-être donner un élément de réponse. Et si ça ne convient pas, Rodolfo, tu peux me dire. Ben, alors, déjà, ce qu'il faut sentir en vous, c'est si cette approche convient et peut aider. Après, le temps de mise en place pour avoir des résultats sur une chaîne de valeur ciblée, hein, une fois qu'on dit le go avec une équipe, on voit des résultats apparaître tangibles au niveau du client entre, on va dire, 4 à 6 mois, mais au niveau des salariés, c'est beaucoup plus rapide. L'engagement et l'énergie et la motivation qu'ils vont mettre, c'est perceptible bien plus tôt, et ce qui fait aussi qu'on anticipe la répercussion plus tard chez les clients. Bien entendu qu'après, c'est comme tout, c'est comme dans le sport. Une fois qu'on commence à pratiquer ces choses-là, on va être capable donc de le dupliquer sur plusieurs chaînes de valeur. Et dans un autre webinaire, on avait montré une courbe qui montre que vous pouvez attendre des croissances très fortes, mais bien entendu, vous n'aurez pas de croissance très forte comme ça, je dirais exponentielle, sur les 6 premiers mois. Vous aurez l'amélioration très forte d'une chaîne de valeur donnée, mais le temps de s'approprier, de dupliquer, de répandre ce système en fonction de la taille des organisations pour avoir une croissance exponentielle, ce que l'on constate dans les sociétés pour avoir un retour, en général, on a des retours, alors ça dépend des tailles, mais extrêmement forts, c'est-à-dire qui sont visibles sur le marché avec des plus 5 et des plus 10, on va dire à partir de 2-3 ans. Mais c'est pas, on a déjà effacé la barrière, je dirais, conceptuelle de comment il faut faire, parce qu'on a ce plan qui sera adapté sans arrêt, qui fait qu'on va faire de toute façon de la croissance, c'est obligé. On l'avait vu dans un autre séminaire, j'aurais pu le montrer là, mais je vais partager l'écran. Voilà, on avait des exemples de sociétés, c'est pas grave, je vous montrer juste, c'est que ce qui est intéressant dans ce qu'on a partagé aujourd'hui, je vais faire un dessin rapide, c'est ça, c'est que on a beaucoup de sociétés qui stagnent, je sais pas si vous voyez, et là il n'y a que 2 chemins à suivre. Soit à un moment on va récupérer l'attention du client et on peut espérer remonter, hein, soit à un moment ça va quand même baisser. Donc la question c'est pas tellement à quelle vitesse, c'est quand est-ce qu'on démarre. Parce que le plus tôt vous démarrez, le plus tôt vous acceptez d'essayer et d'apprendre là-dessus, eh bien, vraisemblablement, le plus tôt vous êtes capable de croître. Voilà. Par contre, si on reste dans l'inaction, il y a une possibilité que ça ne croît pas, voire que ça baisse. Voilà. Alors, une autre question très intéressante qui vient d'être posée. Comment gérez-vous l'agilité dans vos plans d'action? Car le contexte changeant, les chaînes de valeur peuvent changer et ainsi les pondérations des attributs de valeur. Donc, effectivement, l'agilité, hein, c'est le 5e critère fort qu'on n'a pas cité et qui représente la capacité d'une entreprise à adapter rapidement, par exemple, son mix produit et son mix d'offres de services vers ses clients. Donc, je dirais en premier élément de réponse, puis je laisserai Jean-Marc élaborer. Non, vas-y. De la même façon, hein, le critère d'agilité peut être pris en compte et est parfois pris en compte dans l'analyse de segmentation des chaînes de valeur. Certaines de valeurs sont beaucoup plus sensibles à des variations et demandent la prise en compte de l'agilité. Alors, il y a aussi dans la démarche. Oui, c'est intégré sur la partie effectivement production, mais alors je ne sais pas si la question est dans ce sens-là, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'agilistes dans le domaine du software, hein, même des gens qui travaillent pour de grosses sociétés comme Airbus, où on emploie des gens agiles. Et souvent, le terrain d'exécution de l'agilité, c'est comment j'organise mes équipes par rapport à des activités, donc le fameux Scrum, comment en place. Donc, si la question concerne l'univers de l'agile avec le Scrum et tout ce qu'il y a autour, Scrum Master et compagnie,
Ben, l'agilité, on le sent bien, elle est au service des chaînes de valeur qui vont peut-être se reprioriser. Oui, effectivement. Si au bout de 3 mois où il y a quelque chose qui fait qu'il faut rechanger les critères et sera adapté, ben, il faut le faire. Et comme j'ai dit au début, c'est toujours un peu douloureux, mais est-ce qu'il y a un meilleur choix? Est-ce qu'il y a un meilleur choix que de santé? Est-ce qu'il faut s'obstiner sur une démarche qu'on avait initiée ou dire, ben, ça vient de changer la direction, en tout cas, on a des signaux qui nous reviennent des clients. La notion de rendre service ou de créer de la valeur a changé, c'est pas ce qu'on croyait ou ça a changé. Mais il faut s'adapter, donc effectivement, ça peut changer. Ça peut changer une équipe, oui, mais c'est quand même mieux d'accepter ce changement. C'est plus facile à accepter parce que c'est au service du client et in fine quand même de l'entreprise, parce que le but c'est de faire croître l'entreprise. Et donc, on peut être agile comme ça. Et toutes les méthodes agiles qui existent, eh ben, s'appliquent extrêmement bien. Hein. Si des gens qui sont déjà bons en agilité avec les méthodes Scrum, le fait de segmenter vos chaînes de valeur, ça va vous faire accélérer, mais extrêmement vite par contre. Hein. Ça va être très, très rapide. Alors, une autre question concernait la question de l'équilibre entre la performance, donc la reconnaissance et la facilité. Donc, l'équilibre performance-facilité est-il aussi une question culturelle qui peut varier d'un pays à l'autre? Oui, bien sûr, bien entendu, ça on l'admet. Et puis ça dépend même d'une société. Des fois, on travaille avec des sociétés où quand elles mettent un 8 sur 10, c'est vraiment parce qu'elles trouvent que c'est bien, quoi. Mais elles ne peuvent pas mettre plus, quoi. Hein. Mentalement, elles sont bloquées à 8. 9, ce n'est pas possible dans leur univers. Ce qui compte, c'est la tendance. Donc, l'intérêt de poser la matrice qu'on a montrée, c'est de voir la tendance. Okay, déjà, si elle va mieux, parce que si on fait des choses dans l'idée d'améliorer la perception du service ou de la valeur, il faut le constater, il faut constater que ça monte, même si culturellement, ça peut être soit d'emblée vers le haut, soit d'emblée vers le bas, au milieu, peu importe. C'est le premier point. Donc, oui, c'est culturel, mais ce qui compte, ce n'est pas tellement la première photo, c'est la deuxième, l'évolution, on va dire. Après, il y a une piste que j'aime bien sur la recommandation Easiness, sur l'équilibre. Déjà, ce sont des sujets alors qu'on n'a pas traité aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'angle était vraiment supply chain, mais l'approche value chain, elle peut déborder de ça sur la partie innovation, brand equity et d'autres choses, engineering. Mais sur la partie, comment dire, je vais donner un exemple. Si quand on vous tape sur Internet, on ne vous trouve pas sur un produit ou un service que vous délivrez, effectivement, on se dit qu'il faudrait quand même mettre un peu le paquet parce qu'il faut qu'on soit visible. Après, il y a une tendance que j'aime bien proposer, que je trouve assez rapide aussi, c'est créer de la facilité. C'est vraiment créer une addiction, c'est-à-dire que l'exemple d'Amazon est très, très dur pour ça, c'est que ce n'est pas forcément une boîte qu'on aime, mais qui continue de grande, quoi. Tout le monde ne l'aime pas en tout cas, mais qui continue de croître parce que c'est facile, c'est quand même un message important. C'est très difficile de se connecter de quelque chose qui vous aide au quotidien. Donc, si je devais voter, moi, je choisirais de focaliser sur la facilité le plus vite possible. Pas que, mais il faut vraiment l'intégrer. Je ne sais pas si ça répond totalement, mais donc facilité pour moi. Alors ensuite, on a quelques questions sur des exemples de sociétés. Alors, une première question concernant le fait d'avoir ou non des contre-exemples de sociétés qui ont été focalisées sur la supply chain et qui ont très bien réussi la création de valeur. Alors, peut-être qu'on peut faire référence au cas, par exemple, au cas de société dans l'habillement, tels que Zara, par exemple, qui ont eu des démarrages très, très, très bien réussis à partir d'une définition a priori de leur supply chain et une intégration d'agilité dans leur supply chain, mais qui derrière ont pu connaître des difficultés du fait de leur dépendance à un modèle unique et de leur croyance dans un modèle unique. Donc oui, effectivement, avec un modèle a priori, certains choix sur la supply chain, à un instant donné, on va avoir des succès, mais le point fondamental étant que on doit itérer régulièrement la démarche de compréhension de la valeur des clients pour s'assurer pertinent. Oui, mais il y a des exemples jusqu'à présent qui avaient fonctionné, alors qui sont beaucoup plus attaqués aujourd'hui, mais encore une fois, qu'on aime ou pas les grandes surfaces, longtemps, on rendu service et on connaît les croissances parce que ça rend service d'aller dans un grand magasin où il y a tout. L'idée qu'il y a derrière, elle s'adapte, bien entendu, elle n'est pas monolithique, c'est créer la perception de valeur pour le client. On peut le descendre juste d'un niveau, c'est dire, c'est donc lui rendre service avec la définition totale en faisant quelque chose dans le but que ça soit utile et agréable. Voilà. Donc, quel est le service qu'on donne qui fait que c'est utile et agréable? Si c'est d'avoir des produits disponibles dans un grand magasin,
c'est la perception de valeur, c'est la très bonne logistique parce qu'avoir tous les produits disponibles, c'est quand même pas simple, et c'est perçu pendant un temps comme la création de valeur. Aujourd'hui, Carrefour, qui était très bon là-dessus, ça n'est plus perçu de la même façon en termes de création de valeur. Pourquoi? Parce que les gens viennent l'avoir chez eux, ils se rendent compte qu'il y a encore plus de choix sur la plateforme. Donc, ce qui était vrai il y a quelques années, les moins aujourd'hui, et tout est une question de contexte. Mais l'idée clé, c'est la perception de valeur égale le service rendu à travers quelque chose d'agréable et d'utile. C'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qui doit tirer, qu'on doit récupérer à travers ce que disent les clients, ce qu'ils écrivent, comment ils réagissent avec vos commerciaux, vos ADV au téléphone. C'est ça qui va vous faire vous aider. Okay. Toujours dans ce domaine, autour des exemples d'Apple et d'Amazon, alors c'est peut-être une question piège, c'est avons-nous d'autres exemples de sociétés qui appliquent cette démarche de diversité de projets à travers la logique de succès et d'échec? Alors oui, alors la logique d'essai, d'échec, etc., il y a pas mal de sociétés. Alors, je vais essayer de nuancer, mais je vais d'abord un petit peu cristalliser deux mondes. Il y a des mondes dans lesquels l'ADN, elle est déjà profondément la recherche de l'essai permanent. C'est déjà là. C'est déjà porté par la direction, c'est-à-dire que la direction est totalement connectée sur ça. Donc, en général, on peut parler de culture, mais ça se répand. Et on est très à l'aise avec le fait d'essayer chez Amazon, Apple, Samsung, et d'échouer. Ping An, qui est une société que tout le monde ne connaît pas, qui est en Asie, qui était anciennement un assureur et qui est devenue une société totalement data, pas que sur l'assurance, qui ont totalement changé leur modèle. Fuji aussi, qui a complètement basculé de modèle. Kodak, qui allait maintenant vers la cosmétique. Oui, alors, est-ce qu'eux, ils font purement des chaînes de valeur au sens exercice? Je ne sais pas si c'est la question à laquelle je veux répondre. Par contre, ils se posent la question de où va la valeur. C'est le message que j'ai porté. Où va la balle, pour moi? Ça, c'est une façon de se poser où va la valeur et après, on se l'adapte. Après, il y a un autre univers que l'on voit, qui existe encore, où on a encore des sociétés qui sont très top-down, avec des plans stratégiques. Il n'est pas question de dire à son patron non, je ne pense pas qu'il faut faire ça. C'est un monde où ça n'existe pas, ce discours-là. Il n'est pas réellement transpiré. Alors, ça amène donc, je termine là-dessus. Ouais, je termine là-dessus. Dans un monde comme ça, l'approche que l'on propose, c'est mon point de vue, hein, elle a une certaine élégance parce que elle laisse ce qui est du niveau régalien, en tout cas, au niveau de la direction, elle laisse le total, la responsabilité et pouvoir à la direction de fixer un cap. Donc ça, on reste dans cet état d'esprit. Par contre, une fois que c'est fait, la direction comprend très simplement qu'elle n'a pas d'impact après sur le projet ou sur le système lui-même. Elle a fixé le cap, c'est le plus dur. Et le système doit se placer. Et là, on peut commencer à essayer de mettre en place cette culture. Donc, ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Donc, il y a des gens qui sont naturellement des gros performeurs. Quand vous avez un patron comme Jeff Bezos qui vous acharne à dire oui, qui vous donne tous les pouvoirs pour répondre aux clients, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de formation en change management. Hein, ça va assez vite. Quand vous avez quelqu'un comme Red Hastings qui dit je paye 50% mes salariés au-dessus du meilleur salaire disponible pour avoir les meilleurs, il n'y a pas de bonus parce qu'ils ont d'emblée 50% que le meilleur salaire qui existe dans leur pays, il n'y a pas besoin de change management. Voilà. Alors, ça nous amène à une question intéressante, est-ce que les chaînes de valeur, la réflexion autour des chaînes de valeur va substituer le plan stratégique ou même le SNOP? Alors, je pense qu'il y a une question d'équilibre. C'est-à-dire que je pense que ça peut mettre du temps, mais en tout cas, elle peut servir fortement d'orientation et de cap, pour reprendre ce que disait Jean-Marc. Ben, je suis en phase avec toi. C'est si les gens acceptent l'idée de glisser d'un plan stratégique vers un plan de chaîne de valeur, c'est un nice move, comme on dit, parce qu'on n'est pas trop loin de cet univers. On identifie des chaînes de valeur et on essaie de le séquencer. C'est un premier bon mouvement. Le mouvement pour aller plus loin, pour moi, c'est la partie systémique. C'est accepter de réagir au système et pas aveuglément de rester sur le plan. S'il doit changer. Et ce qui est marrant avec le plan stratégique, si vous voulez, c'est comme si on mettait en équation le changement. Et donc, il y a des gens qui ont dit en septembre chaque année, le monde change, donc on fait un plan stratégique, ou il y en a d'autres, c'est en fin d'année ou en mars. C'est quand même assez intéressant comme idée. Parce que c'est comme dans la vie personnelle. Quand vous divorcez, vous n'avez pas forcément planifié la disruption, quoi. Ça vous tombe dessus, il y a quelque chose qui arrive, il faut le gérer, quoi. Bon. Donc, le plan stratégique, si vous voulez, le nombre de gens avec qui on discute qui nous disent la semaine d'après le plan stratégique, déjà ça change, c'est peut-être le quotidien de certaines personnes. Donc, oui, du passer du plan stratégique à un plan de segmentation de chaîne de valeur ou un autre nom qui vous convient mieux,
DAS pour certains, domaines d'activité stratégique, bon, peu importe, c'est intéressant. Sur la partie SNOP, moi j'ai une vision qui est peut-être un peu dérangeante. Le SNOP, c'est un outil, c'est toujours pareil, c'est un outil qui est intéressant à mettre en place pour faire la maturité. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est bien de le combiner avec une approche chaîne de valeur parce que la SNOP, souvent, hein, dans ce qu'on voit, on a des sociétés qui investissent au sens strict du terme facilement quelques millions là-dessus et qui ont là, par les statistiques Gartner, moi je les partage, ce n'est pas les statistiques FESO, les sociétés qui investissent dans la SNOP, les statistiques Gartner nous montrent que sur une maturité entre 0 et 5, 80% des sociétés sont à 2,5. Le SNOP peut gagner énormément à intégrer ces aspects spécifiques de chaque chaîne de valeur. C'est-à-dire que le SNOP peut rester un processus unique et harmonisé, mais il doit considérer dans ses travaux que les clients de différents segments de marché ou de différents groupes marché-produits n'attendent pas les mêmes choses. On ne peut pas avoir un SNOP qui aveuglément, entre guillemets, va privilégier les niveaux de stock ou va privilégier la livraison au TIF des clients. Il faut pouvoir, sur des macro-segments, hein, des macro-chaînes de valeur, avoir ce discernement des différences. Mais là, tu sais, comme on en parlait la dernière fois, François, si on doit choisir, si mettons vous êtes à 0 maturité SNOP et vous n'avez pas démarré les chaînes de valeur, si vous devez choisir, notre proposition est de démarrer avec les chaînes de valeur parce que c'est un investissement beaucoup plus court et quelque part qui mène un alignement assez fort. Et qui vous amènera à savoir sur quelle chaîne éventuellement développer en priorité un SNOP. Ce qu'on voit souvent, c'est que les déploiements SNOP ou les améliorations SNOP sont conduites sur une partie du business qui s'y prête, par exemple, et pas toujours sur l'intégralité d'un business. Et juste pour ajouter, l'activité qu'on propose chez FESO, c'est que si vous devez aussi mettre quelques billets, une fois que vous êtes bon en chaîne de valeur sur la SNOP et la digitalisation, la compréhension des datas, ça peut être le moment d'investir un peu dans les deux parce que investir pour mieux comprendre dans vos données, soit de production pour savoir votre produit si vous avez des chemins de production difficiles, soit pour mieux comprendre un petit peu le signal client, c'est quelque chose qu'on observe. Nous, ce qu'on observe après, c'est ce qu'on voit. Après, il y a sûrement d'autres versions. Mais on voit des sociétés, j'en connais une notamment qui fait des 50% de croissance par an, qui n'a pas de SNOP et qui confie ses jeux de données à des sociétés telles que nous autres qui font que de la data et qui leur dit voilà ton plan d'achat pour le prochain mois. Parce qu'ils captent toutes les données. Donc, c'est une autre façon de faire. Mais ça a l'avantage de poser bonnes questions. Si vous voulez, l'idée, c'est est-ce que la méthode agile est bonne ou pas bonne? Est-ce que la méthode SNOP est bonne ou pas bonne? C'est pas toujours ça la question, c'est qu'est-ce qui me sert au mieux au moment où je pense que j'en ai besoin pour avancer dans la compréhension de ce que je dois livrer au client qui me permet de le faire mieux. Et après, chaque outil peut avoir son intérêt. Voilà, ce sont des outils, mais ce sont des outils au service de cette création de valeur. Une autre question intéressante, avez-vous déjà travaillé au niveau de board d'entreprise avec cette approche? Alors la réponse est… plein de fois, oui. Oui, on fait, de toute façon, comme on dit, on ne peut pas démarrer ça sans, alors ça dépend des sociétés, sans le PDG ou le DG. Ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai eu affaire à une société qui avait dit j'ai fait ma segmentation. Je dis ok, c'est super. T'es qui déjà? Le supply chain manager. Il dit aucun intérêt. Aucun intérêt. Alors, pas parce que c'est le supply chain manager. Non, mais parce que, voilà, bien sûr, parce qu'il est pas. Il est tout seul. Comment il va prioriser les critères business? Il n'a intérêt à pas se tromper. Il n'a pas impliqué le commerce. Il a un biais. Non, il n'y a pas de. Et j'aime bien cette notion. C'est une équipe. Ce ne sont pas des gens qui travaillent ensemble. C'est comme une société normale. Ce sont des gens qui travaillent ensemble. Une équipe performante, c'est des gens qui transpirent ensemble. Une société performante, ce sont des gens qui transpirent ensemble. Donc la direction, c'est ce que j'essaie d'expliquer, doit transpirer au début parce qu'il n'est pas simple cet exercice. C'est une grosse preuve d'humilité parce qu'on s'expose pour remapper ce que l'on pense dans l'imaginaire, savoir par cœur, à savoir nos segments clients, et on se rend compte systématiquement, mais ça, il n'y a pas eu un cas où on n'a pas découvert des choses où les gens disent « Ah, je ne voyais pas ça comme ça nous a éclairé ». Et ensuite, ce n'est pas fini, il faut prioriser. Et ce n'est pas fini. Une fois qu'on a priorisé, il faut avoir le courage de demander aux clients parce qu'on a quelques sociétés, c'est des fois problématique dans notre méthode, qui disent « Oui, mais on ne fait pas l'enquête client ». Ah, c'est dommage parce que c'est quand même le troisième cliquet de l'enquête client qui va totalement sceller l'intérêt ou pas du projet. Parce que si on segmente et qu'on priorise qu'en interne, sans avoir récupéré le son du client, on a loupé l'essentiel de la démarche qui est de dire qu'est-ce qu'ils me racontent mes clients et qu'est-ce qu'ils me disent. Donc, oui, donc on ne peut pas le faire sans la direction. Honnêtement, je vous déconseille d'aller à votre board et de dire tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Leur dire de nous inviter, je plaisante, c'est une bonne idée, mais il faut le faire. Mais sinon, de toute façon, il faut à tout prix le faire avec la direction. Il n'y a pas le choix, sinon il ne faut même pas démarrer.
Donc, on ne le fait qu'avec le board. Oui, on fait ça qu'avec le board. Alors, pour finir, il nous restait 2 questions. Une concernant la mesure de la satisfaction au niveau des clients autour des axes de performance et de facilité. Utilisez-vous d'autres outils type Kano, etc., pour détecter des attentes plus implicites? Alors, il faut bien, je pense, différencier la mesure de la satisfaction qui peut tourner autour de 2 axes, performance et facilité, et la notion d'attente. C'est-à-dire que la performance va effectivement se mesurer vis-à-vis des attentes du client qui peuvent être très diverses, comme on l'a dit. L'attente de la rapidité, de la vitesse, des prix, une facilité de cash, etc., qui sont du coup diverses et variées. Et pour répondre, c'est un petit peu comme tout à l'heure. Kano, c'est un outil qu'on peut utiliser, ou l'analyse fonctionnelle en fonction des cas. Mais ça n'intervient pas, si c'est la question, ce n'est pas le premier outil qu'on utilise. Le premier que l'on propose, c'est la première enquête pour capter déjà une sensation, une perception. La deuxième, c'est la Customer Value Analysis, où on se limite beaucoup sur le nombre de questions à poser. Parce que si on essaie d'écouter comment les gens nous perçoivent et ce qu'ils ont dit, on est capable de poser des questions qui les intéressent, et donc d'avoir des pondérations sur des choses qui les intéressent. Mais Kano a tout à fait sa place à un moment dans le processus, si c'est nécessaire. Voilà. Et puis, dernière question. Alors, c'est une question de Frédéric. Faut-il chercher des canaux de communication avec des clients fantômes? Alors là, je suppose que c'est une question qui se pose dans le cadre du contexte actuel un petit peu délicat, où les clients ont peut-être un peu disparu des radars des entreprises. Mais, alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais l'idée, en tout cas, ce qu'on veut véhiculer, alors, est-ce qu'il y a des business qui sont, si je prends l'exemple de la restauration, qui est quand même quelque chose qui est frappé fortement, on est bien d'accord que les gens ne s'arrêtent pas de manger. Est-ce que la vente à emporter et la vente livrée reprend le même chiffre d'affaires? Peut-être pas, mais il y a beaucoup de choses qui se sont déplacées là. Est-ce que tout le monde a pu suivre ou pas? Pas forcément. Par contre, ce qui est intéressant à intégrer dans la chaîne de valeur, et comme j'explique aujourd'hui, on n'a fait que le lien value chain, supply chain, mais il y en a quand même un peu plus large qui se présente. Il y a la notion de qu'est-ce qu'on doit explorer. Parce qu'en général, les sociétés sont bonnes dans ce qu'on appelle la phase d'exploitation, c'est-à-dire je veux être efficace, donc je fais des produits un peu meilleurs et un peu moins chers, et ça devrait marcher. Ça marche partiellement. Par contre, il faut explorer, est-ce que j'ai des nouveaux types de clients à les servir, ou des clients qui existent mais à servir différemment? Et est-ce que j'ai des nouveaux services, en pensant facilité, que je dois mettre en place? Et ça, on ne peut pas le mapper au même moment parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes équipes et ce n'est pas tout à fait le même état d'esprit. La phase d'exploitation, comment je gère au mieux ce que j'ai en main, mes CAPEX, mes trucs, mes produits, mes clients, c'est une première phase de la partie value chain. Il y a une deuxième phase qui est de dire, avec ce que je comprends, mon jugement et tout, j'aimerais explorer d'autres pistes et par quoi je dois commencer. Donc, c'est à peu près les mêmes outils dans le démarrage, mais ce n'est pas forcément le même public pour la zone d'exploration pour nos marchés de demain. Parfait. Bien, écoutez, merci à tous. Peut-être y a-t-il une autre question que quelqu'un souhaiterait poser, auquel cas je l'invite à la poser peut-être de vive voix. Sinon, merci à tous pour votre écoute attentive et votre participation nombreuse. Merci beaucoup. Vous recevrez un petit contact demain pour ceux qui vont souhaiter poursuivre les échanges, une discussion ou approfondir certains thèmes sur le sujet. Vous recevrez un petit contact email qui vous permet de retourner vers nous. Merci, bon appétit. Dans ce contact, éventuellement, à demander à avoir accès au matériel de présentation que nous pourrons partager. Très bien. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir, merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, Rodolphe. Au revoir.